Bonjour à toutes et à tous. Merci de rester pour cette séance. Donc, je m'appelle Lamia Missaoui, je suis professeure de sociologie. Avec Priscille Sauvaugrin, qui n'a pas pu se joindre à nous, qui est sage-femme et maîtresse de conférences en sociologie aussi, et Betty Roland, qui est ici présente, qui est géographe et coordinatrice scientifique du département. Nous organisons et nous nous occupons collectivement du département Health, et en bon français, santé. Et donc, comme le dit le préambule, enfin, ce beau fascicule que vous avez eu en main de cette conférence internationale, les travaux sur les migrants ou l'immigration au travail ont une longue antériorité, avec toutefois parfois des alternances, des périodes de recherche très denses, d'autres un peu moins denses, et parfois même des périodes de recherche où le migrant n'existe plus, enfin on n'apparaît plus en tout cas, par rapport à la question du travail. Et puis, de temps en temps, il réapparaît comme ça dans la sphère des sciences humaines et sociales. Je crois que la conférence internationale de l'ICM est importante puisqu'elle remet au cœur de la réflexion des sciences humaines et sociales cette question centrale que nous, non seulement nous discutons ici entre nous, mais qui est aussi apparemment aussi tout à fait bien discutée en dehors de la sphère de la recherche et notamment chez les politiques. La question de la santé, ce qui va nous préoccuper cet après-midi, ressemble pas mal à cette question du travail des migrants. Elle commence à prendre toutefois un ancrage très fort en sciences humaines et sociales, un peu à l'image aussi des questions de la santé chez tout individu de nos sociétés européennes. C'est une question fondamentale. Et pour nos travaux à l'ICM, on s'est d'abord intéressé à la santé des migrants, comme ça a été beaucoup dit ce matin, au prisme des inégalités. D'abord, bien sûr, puis on a alterné entre initiatives en matière de santé de populations concernées, donc population migrante, et puis on s'est intéressé beaucoup aux questions de santé de ceux qui circulent pour se soigner eux-mêmes. Et puis, vous l'avez entendu ce matin, notamment avec l'intervention de Francesca, des migrants qui circulent pour nous soigner, nous. Et donc, vous voyez à quel point cette notion, cette question, cette entrée santé devient finalement un biais de lecture du monde social qui nous entoure, tout à fait pertinent et tout à fait percutant pour appréhender les transformations sociales, à la fois chez les populations migrantes elles-mêmes, bien entendu, c'est déjà pas mal en fait, mais c'est encore très intéressant puisque ça nous dit beaucoup de choses sur notre façon, nous, autochtones, dans la façon dont les appréhendons, dans la façon dont on les accueille, par exemple. De fait, les travaux sur la santé au travail des migrants sont en réalité assez rares et cette table ronde, finalement, est organisée de telle sorte à ce qu'il commence à avoir une vraie discussion entre nous. Nous avons choisi les intervenants de telle sorte à ce qu'ils commencent à nous dire, finalement, combien cette préoccupation, cette question de la santé est à la fois centrale dans la recherche, bien sûr, du point de vue méthodologique, mais aussi du point de vue théorique. Alors, comme on n'aime pas faire exactement comme on nous demande de le faire, on a un petit peu été décalé par rapport à l'organisation de ce matin. C'est aussi pour faciliter un petit peu l'échange entre nous. On a organisé une table ronde à laquelle chacun des intervenants va pouvoir répondre à partir de quelques questions que nous avons posées. L'idée, en fait, générale est de commencer à comprendre un petit peu ce que c'est que cette notion de risque de santé pour les migrants au travail
Et je vous le dis rapidement parce que ça ne tournera pas qu'autour de ces questions-là. En tout cas, l'idée, c'est qu'on a mis en commun trois ensembles de questions. La première, alors tout le monde n'est pas obligé de répondre aux questions, hein, bien sûr, mais je sais que tout le monde les a préparées. La première question, le premier ensemble de questions, c'est comment les chercheurs, ou ces chercheurs présents, ont rencontré cette question de l'articulation entre migration, santé et travail dans leur itinéraire de recherche. Notamment, ce qui nous a préoccupé, ce qui nous préoccupe et ce qu'on a envie de vous dire dans cette séance, c'est comment on mobilise des outils théoriques et des outils méthodologiques pour répondre à des questions en lien avec la santé et en lien avec l'immigration. Deuxième petit point sur cette première approche, en quoi la santé devient finalement un analyseur des conditions d'emploi et de travail des migrants. Autrement dit, en quoi le travail et la migration constituent finalement un facteur de production et de reproduction des inégalités en matière de santé. Enfin, un dernier ensemble de questions que je détaille à ma sauce, mais qui avait été discuté de façon beaucoup plus intéressante lors de nos échanges. Comment appréhender la santé comme un enjeu de lutte à la fois de classe, de place, j'oserais dire de race et de genre. Alors, je ne sais pas, chacun choisira, là encore, le biais par lequel il a envie d'intervenir. Autrement dit, en quoi la santé constitue-t-elle ou non un levier de mobilisation des travailleurs migrants? En quoi, finalement, cela réorganise de nouvelles formes de résistance? En quoi cela permet des nouvelles formes de remobilisation, syndicale ou pas, de nos institutions européennes et françaises en particulier, et comment des résistances peuvent être perçues à partir de cette entrée santé, des résistances de populations particulièrement concernées. Autrement dit, quelles sont les capacités, les compétences et savoir-faire en matière de mobilité, de renversement de rapports de force de ces populations qui sont mises en situation de difficulté. Alors, je m'arrête là pour les présentations. Nous avons Frédéric Descostes qui est tout au bout, qui est le maître de la discussion. Moi, je ne contrôle que le temps dans cette affaire, donc je dirais simplement aux uns et aux autres faut raccourcir ou on a la possibilité de parler un tout petit peu plus. Frédéric Descostes nous fait le plaisir d'être présent parmi nous et d'échanger avec nous. Il est chargé de recherche au LEST, dans le sud de la France, à Marseille, c'est ça, hein, je ne me trompe pas? Oui. Ses travaux, bon, comme beaucoup d'entre nous, tournent autour de la question des conditions de travail et d'accès à la santé de saisonniers étrangers, et notamment dans l'agriculture intensive. Il s'intéresse aussi particulièrement, me semble-t-il, au travail détaché. Et ça, c'est quand même un mode d'organisation sociale qui a tendance à prendre de plus en plus d'ampleur. Et peut-être aura-t-il l'occasion, Frédéric, auras-tu l'occasion de nous parler de tes derniers travaux à un moment donné dans la discussion, de tes derniers travaux sur les maladies professionnelles et notamment sur leur prise en charge dans une ou deux institutions hospitalières que tu as pu rencontrer dans les derniers terrains que tu es en train de faire. En fait, ce que pardonnez-moi de parler, je suis un peu longue, mais je fais les présentations de tout le monde et après je me tais définitivement. Laure Petit, qui est fellow, qui est ici à ma droite, qui est fellow du département santé et qui est maîtresse de conférences en sociologie à Paris 8. Elle est habilitée à diriger des recherches au CRESPA, au laboratoire de recherche sociologique et politique de Paris 8, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, de Paris. Ces recherches traitent beaucoup, mais pas seulement, des inégalités sociales de santé, d'abord en soins primaires, mais aussi des métamorphoses de la médecine sociale et de la condition de ce qu'on appelle les subalternes en terrain dans les usines, pour le dire très simplement,
au prisme d'une socio-histoire de l'immigration coloniale puis post-coloniale, et parfois on peut même faire les deux ensemble, post-coloniale, pour faire un raccourci. Je ne donne pas les détails des publications, elles sont extrêmement nombreuses à chaque fois et je peux pas, j'ai peu de temps. J'en suis désolée, c'est très facile de les trouver sur Internet. Enfin, j'ai nos deux autres intervenantes. Je présente d'abord Inès Malraux, qui est une jeune chercheuse, doctorante, et qui a pu participer à une recherche qu'elle nous présente ici aujourd'hui, qui s'appelle Cotidies, et qui est une grosse, mais vraiment très grosse recherche, qui a été... Inès a été chargée d'études financée par l'Institut Convergence Migration, qui nous invite aujourd'hui, et elle va nous présenter cette grosse recherche qui tourne autour de... qui a été portée par plusieurs chercheurs, et qui tourne autour des questions du lien entre santé mentale et conditions du travail. Autant vous dire que c'est une question assez centrale dans notre préoccupation aujourd'hui. Donc, santé mentale et conditions de travail dans les populations immigrées, mais aussi descendantes d'immigrés. Là encore, je ne donne pas les publications qui commencent à devenir, parce que la recherche est assez récente, elle commence à devenir importante de plus en plus. Enfin, Myriam Castaldo, notre invitée internationale, elle a la chance d'être à la fois chercheuse, anthropologue, mais aussi intervenante à l'hôpital. Donc, elle est... alors, je vais mal le dire, mais je parle bien italien, mais là, je vais mal le dire, l'Istituto Nazionale Salute, Migrazione e Povertà. Donc, c'est INTMP à Rome. Et je trouve que c'est... Enfin, comme avec Betty et Priscille, nous trouvons que c'est une formidable chance pour nous de vous avoir avec nous, parce que c'est assez rare d'avoir des chercheurs directement impliqués, ou en tout cas intervenant directement auprès des systèmes de santé hospitaliers, par exemple. Voilà, donc vos travaux, vous allez nous les présenter bien sûr, vos travaux s'intéressent beaucoup à la question du soin des citoyens migrants, et notamment s'intéressent en plus à la question du soin, à la question de la formation, si j'ai bien compris, des migrants. Voilà, là aussi, les publications sont très nombreuses et je vous invite ou à nous contacter ou à regarder sur Internet pour les trouver. Voilà, et là, je me tais définitivement, j'en suis désolée si j'ai pris trop de temps. Merci Lamia, tu as déjà dit beaucoup de choses, donc je vais pas répéter. L'idée, vous avez bien compris, de cette dernière conférence, parce que tout le monde est un peu fatigué, parce qu'on a pensé que ce serait mieux comme ça, c'est de ne pas faire des interventions de 20 minutes comme vous avez pu en entendre en partie dans la journée aujourd'hui, mais plutôt de poser des questions transversales qui vont avoir vocation à faire travailler, à faire discuter les différents travaux qui sont présentés ici. Donc sans plus attendre, on va passer à la première question. Non, cette première question, c'était justement essayer d'amener les intervenants à présenter un peu comment ils ont rencontré cet objet assez particulier de l'articulation entre migration, santé, travail, et voir un peu, qui nous donne un peu à voir quelles sont à la fois leurs traditions disciplinaires ou alors les équipes, les projets pluridisciplinaires dans lesquels ils ont pu bosser, quels sont les outils théoriques qu'ils utilisent, quelles sont les méthodes un peu, pour qu'après on puisse comprendre un peu mieux les choses qui vont être présentées. Donc on avait pensé, combien on avait dit, 6 minutes, un truc comme ça. Voilà, et puis 7. Bon, il y en a combien préparés, combien minutés, etc. L'idée, c'est d'avoir quelque chose un peu informel qui discute le plus possible, dans lequel la salle se sente aussi autorisée à poser des questions et à intervenir. Donc voilà, je vais donner la parole d'abord à Inès. Tu veux ? Allez. Merci beaucoup, Lamia et Frédéric. Donc, du coup, moi, comme je ne suis pas spécialiste des questions de migration, ce que je vais raconter comme itinéraire, c'est plutôt les questionnements et la construction du projet Cotidies. Donc Cotidies comme conditions de travail des immigrés et descendants d'immigrés et santé mentale, qui est un projet auquel j'ai contribué pendant 1 an en tant qu'ingénieur d'études, et qui était donc financé par l'Institut Convergence Migration en effet, et coordonné par Anne Gosselin,
qui, elle, est spécialiste de la santé des migrants et auteur d'une thèse sur l'impact du VIH et de l'hépatite B sur les trajectoires de vie des migrants en France. Et il y avait du coup 6 autres chercheurs associés au projet, qui étaient également spécialistes des questions de migration et qui s'inscrivaient dans différentes disciplines. Donc, il y avait la santé publique, l'épidémiologie, la démographie, la sociologie et l'économie. Donc, du coup, en cohérence avec les pratiques des disciplines représentées, on a mobilisé majoritairement des méthodes quantitatives en nous appuyant sur les données de l'enquête Conditions de travail et risques psychosociaux de 2016. Donc, c'est une enquête qui est menée tous les 3 ans en collaboration avec l'INSEE, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, qui interrogeait à près 25 000 personnes. Et donc, dans Quotidies, on a aussi un volet qualitatif avec des entretiens semi-directifs qui ont permis d'illustrer certaines réalités qu'on explorait statistiquement. Et du coup, donc, à l'origine du projet, il y avait le constat d'une faible prise en compte du lien entre conditions de travail et santé mentale dans les populations minoritaires que sont les immigrés et les descendants et descendantes d'immigrés. Donc le projet Quotidies proposait de tenir compte vraiment de l'articulation entre la position des immigrés sur le marché du travail en France et les spécificités de la santé des immigrés. Donc on prend en considération le fait que les immigrés, dans leur hétérogénéité, sont assez fréquemment exposés à des parcours complexes, notamment marqués par des difficultés administratives et des discriminations. Et donc, ce sont des mécanismes qui peuvent mener à être situés, pour une part importante des immigrés, dans un segment du marché du travail qui est celui des emplois peu qualifiés, peu valorisés et faiblement rémunérés. Et de l'autre côté, donc en matière de santé, on sait qu'il y a une sélection à la migration qui fait que les immigrés souvent arrivent dans leur pays d'accueil en bonne santé, ce qui est le paradoxe du Health Immigrant Effect, mais qui, avec le temps, avec le fait de vivre dans des conditions socio-économiques défavorables, tend à disparaître. Donc, du coup, le premier objectif du projet, c'était de décrire statistiquement les conditions de travail, les risques psychosociaux et la santé mentale chez les immigrés et descendants d'immigrés, en comparaison avec la population majoritaire, pour mesurer une éventuelle surexposition aux risques dans le travail. Et ensuite, on a tenté d'analyser certains mécanismes d'exposition qui sont spécifiques à la migration, comme le déclassement professionnel et les discriminations au travail. Donc, je vais clarifier les concepts que j'ai énoncés là. Je vais commencer par définir celui de risques psychosociaux. C'est un concept qui est fortement diffusé et mobilisé dans les études sur la santé au travail et même dans le champ des interventions sur ce domaine, et qui désigne l'ensemble des risques pour la santé mentale, physique et sociale qui sont engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels qui peuvent interagir avec le fonctionnement mental. Donc ça, c'est une définition formelle de Golac et Baudier. Et nous, donc dans le cadre de Quotidies, on mesure ces risques avec un modèle spécifique qui est celui du job strain, la tension au travail, qui a été conceptualisé par Robert Karasek, un psychosociologue. Et du coup, à partir de réponses à l'enquête conditions de travail et risques psychosociaux, on explore le fait de se trouver, pour certaines personnes, de se trouver dans une situation de tension au travail qui correspond à devoir faire face à un environnement de travail qui est exigeant physiquement et psychologiquement, tout en ayant une faible marge de manœuvre. Et c'est une situation qui peut aussi être couplée à un isolement au travail. Du coup, pour un peu clarifier ce qu'il y a comme question sur le fait d'avoir des fortes exigences psychologiques et physiques au travail, il y a par exemple le fait d'être obligé de se dépêcher, de travailler sous pression, de ne pas avoir le sentiment d'avoir le temps nécessaire pour accomplir son travail. Et voilà, sur la marge de manœuvre, donc on considère qu'une personne a une marge de manœuvre quand elle apprend des nouvelles choses dans son travail, qu'elle peut choisir quand elle prend une pause, qu'elle peut choisir ses horaires. Puis après, l'isolement, c'est avoir ou non des collègues avec qui on peut discuter, et voilà, recevoir de l'aide de son supérieur, recevoir de l'aide pour mener ses tâches. Donc voilà. Ensuite, donc un autre concept qu'on a exploré, c'est celui de déclassement professionnel. Et là, on s'intéresse simplement aux situations dans lesquelles une personne détient un diplôme d'un niveau de qualification qui est supérieur à celui qui est requis dans son emploi. Donc là, on a comparé le niveau de diplôme des personnes avec celui qui est le plus fréquent dans leur profession et catégorie socio-professionnelle. Et ensuite, sur les discriminations, le thème des discriminations,
on a étudié le fait de subir des comportements hostiles dans le cadre de son travail en raison d'une caractéristique de la personne, qui soit son état de grossesse, son apparence physique, son genre, ou son statut migratoire ou sa race. Et du coup, sur ces thématiques, entre 2020 et 2023, dans Quotidies, on a eu plusieurs publications et 2 mémoires de master. Donc, il y a eu 2 publications sur l'exposition des immigrés et descendants d'immigrés aux risques psychosociaux, tels que je viens de les définir. Et ensuite, dans le cadre de son M1, Élise Auriol a exploré qualitativement la question du déclassement professionnel et ses effets sur le bien-être et la santé mentale des immigrés. Et récemment aussi, il y a eu un mémoire sur les liens entre discrimination et santé mentale parmi les immigrés. Et je vais laisser la parole à côté. Voilà. Et merci à Frédérica Lamia pour cette présentation. Donc, je commence justement pour mon travail un peu, pour contextualiser mes activités. Et bon, cette activité justement que vous avez mentionnée, je la réalise dans cette institution, que c'est un hôpital aussi, un institut de recherche un peu particulier d'Italie, à Rome. Je pensais que ce type d'activité, on peut s'intéresser ici de toutes les activités que je fais. Peut-être ici la plus intéressante, c'est la qui me voit impliquée dans les pratiques des soins de personnes migrantes au sein des dispositifs pluridisciplinaires avec des cliniciens, donc c'est-à-dire des médecins, des psychiatres aussi et des psychologues. Et c'est justement dans ces domaines que je suis engagée, dans ce que l'on peut appeler l'anthropologie impliquée et l'anthropologie impliquée, au sens du practice anthropology évoqué par Marietta Baba, mais aussi par Barbara Rilke-Bauer, Meryl Singh, donc cette chercheuse et chercheur. On peut dire donc qu'il s'agit d'une anthropologie professionnelle qui interroge constamment les pratiques, les plus souvent pratiques métisses, qui contribuent, l'anthropologie bien sûr, à agir dans les dispositifs qu'elle traverse, se repositionnant chaque fois, sans cesse, en passant toujours du travail ethnographique au travail des soins, sans jamais, mais jamais, confondre les 2 plans, donc le travail de soins et le travail ethnographique. On peut donc dire que c'est dans ces contextes cliniques que je suis confrontée quotidiennement aux ambiguïtés et aux violences politiques et institutionnelles qui touchent les personnes migrantes, qui sont porteuses de demandes de soins. Et c'est justement là que je vois toujours, tous les jours en fait, en filigrane, les fils rouges qui traversent et qui tiennent ensemble le travail et la santé. Bon, je dis en filigrane justement parce qu'il s'agit, je pense, d'un fil souvent caché, réduit au silence par l'état de souffrance, comme le disait Achille Mbembe, réduit au silence par l'absence de titres de séjour, absence qui réduit les hommes et les femmes à des êtres humains, c'est-à-dire les dépouillant même de la possibilité d'être des citoyens, comme l'évoquaient Etienne Balibar et Slavoj Zizek, et réfléchissant ensemble sur le travail de Giorgio Agamben par rapport à l'homo sacer. Je voudrais partager ici avec vous, ça c'est la raison de cette petite punaise dehors, sur un exemple de ces processus justement que Frantz Fanon définissait comme la rupture de ces silences qui rendent possible l'encontre avec l'autre. Donc j'ai participé à une recherche multidisciplinaire il y a depuis des années déjà, sur les maladies tropicales négligées. Je me suis occupée justement du Chagas. J'ai fait cette recherche au sein du département de mon hôpital, le département des maladies infectieuses et tropicales. Donc, le Chagas, c'est une maladie infectieuse mais non contagieuse, sauf dans quelques cas, mais on n'a pas le temps de le voir ici,
Il s'agit d'une pathologie bien importante, donc potentiellement mortelle, transmise par la piqûre des ailes de cette petite punaise hématophage, donc qui se nourrissent de la sang. Les médecins m'ont demandé de les aider, donc mes collègues, de les aider à identifier les obstacles d'accès aux services de santé, car la littérature faisait état d'une importante propagation en Europe et aussi en Italie due à la présence des migrants issus des zones endémiques des Chagas, ainsi que des difficultés que les médecins avaient par rapport à rejoindre ce type de population. Alors, ce que j'ai fait, que j'ai construit une recherche ethnographique en utilisant les outils tels que des entretiens semi-structurés et structurés. Donc, moi-même, j'ai appliqué directement à l'espagnol, adressé aux citoyens boliviens, parce que la maladie de Chagas est endémique aussi de Bolivie, entre autres pays de l'Amérique latine, et raison surtout de la population bolivienne à Rome. Donc, pour la première fois, on avait pris des contacts avec l'ambassade de Bolivie afin de promouvoir la possibilité de consultations gratuites visant à vérifier et à traiter éventuellement la positivité au Chagas. Vous voyez ici l'ambassadeur de Bolivie en Italie. C'est une sorte de publicité. Ça a été une publicité de notre projet, quoi. Et voilà, ça c'est un dépliant. J'essayais de les traduire un peu. Ça c'est mon téléphone. Tout Rome avait mon téléphone dans certains cas, donc je l'ai couvert maintenant. Mais cette action était plutôt, je dirais, totalement inefficace, parce qu'il s'agissait des citoyens qui n'ont pas jamais, mais on l'a découvert après, jamais fait référence à leur ambassade. En fait, il s'agit des personnes qui arrivaient principalement en Italie pour des raisons de travail et sans permis de séjour. Et donc, même pendant plusieurs années, jusqu'à sa régularisation hypothétique, utopiquement, non, par les biais de ce qu'on appelle les sanatories. On pense que je le peux traduire comme amnistie, quelque chose comme ça, c'est peut-être. Okay. Mais chaque 10-15 ans environ, donc... Bref, nous avons changé rapidement notre méthode de travail, c'est-à-dire moi, les médecins et les médiatrices culturelles, et nous avons fait appel à la communauté bolivienne romaine. Et finalement, on a contacté beaucoup de personnes boliviennes qui vivent à Rome, mais dans des squats. Et c'est justement dans ces contextes-là, voilà, que ce sont un squat, une squat en particulier, que nous avons rendu compte d'avoir contacté des personnes qui travaillaient dans des familles italiennes en tant qu'aide domestique, en tant qu'aide-soignant, ou surveillants de personnes âgées, connus sous le nom de badanti, entre guillemets des badanti, dont la plupart d'elles sans contrat, la plupart du temps sans horaire, et dans certains cas même sans un jour de congé par semaine, sans rien, sans droit. En bref, des personnes effectivement assujettisées à une exploitation importante et dans certains cas même dans des conditions d'esclavage domestique et d'abus psychophysiques. Et c'est là, justement ici, qu'après plusieurs des soirées parce que les populations boliviennes travaillaient jusqu'à 22-23 heures midi dans la nuit. Donc, il était important de travailler par la nuit. Quand on terminait notre travail, on allait là, les squats. Et donc, c'est là que la médecin a commencé à travailler pour promouvoir le projet et que moi, je peux appliquer mes premiers entretiens. Ces conditions de travail ne laissaient même pas aucune place à la santé. Vous pouvez imaginer les obstacles qu'on a rencontrés dans les cas de Chagas positifs où il était nécessaire d'administrer les traitements pendant une hospitalisation de 4 jours, donc 4 jours sans travailler. Donc, je vous montre aussi autre type de travail, parce qu'on a fait des terrains, même réellement des terrains dans les championnats de football, le carnaval, à l'élection de la reine de Bolivie.
Mais il faut dire que dans tous ces niveaux de domaine où les personnes semblent pas révéler aucune agency, en fait, on l'a mentionné avant, un aspect, je pense, qui a timidement émergé, c'est-à-dire que les personnes positives au Chagas ont demandé aux médecins de rédiger un certificat adressé à leurs employeurs, expliquant clairement, il me dit, s'il vous plaît, il faut que le certificat soit beaucoup clair, parce que pour dire à les employeurs que le Chagas n'était une maladie contagieuse. Et pour négocier les temps de travail, et enfin surtout par les traitements. Si on a le temps après, on peut réfléchir un peu sur ces sujets. C'est énorme, quoi. Mais merci. Je passe la parole. Merci. Donc, on va faire un peu un bond dans le temps, puisque quand vous m'avez demandé, et je vous en remercie, et je vous remercie de l'invitation, de réfléchir à cette question, comment avez-vous rencontré cette question de l'articulation entre migration, travail et santé? Je suis revenue à des travaux initiaux, donc je suis sociologue, et je suis venue à la sociologie de la santé par la socio-histoire du travail. Et notamment la socio-histoire du travail des immigrés dans l'industrie automobile, et parmi cette industrie, dans une entreprise nationalisée qui s'appelle toujours Renault, mais qui à l'époque était une entreprise nationalisée qui ressemble pour beaucoup, du moins dans l'exploitation qu'elle a faite de la main-d'œuvre coloniale et post-coloniale, à ce que nous a décrit Antoine Perdoncin tout à l'heure sur les houillères. Et il y aurait vraiment beaucoup à réfléchir sur ces entreprises nationalisées et leurs effets de gestion de la main-d'œuvre et de gestion souvent racialisée de la main-d'œuvre. Et donc je suis venue à cette question de la sociologie des risques et plus largement de la sociologie de la santé des travailleurs immigrés par ce travail mené il y a maintenant 20 ans, dans le cadre, le temps passe, d'une thèse de doctorat en histoire sur les travailleurs coloniaux et post-coloniaux dans l'industrie automobile. Et la première chose que m'a amené à réfléchir votre question, c'est qu'en fait la question de la santé, je l'ai rencontrée, j'allais dire, incidemment, mais je ne l'ai jamais vue affichée comme telle et je ne l'ai jamais initialement pensée comme telle. Donc il faut se replacer dans un contexte de recherche où on est dans les années 90, début des années 2000, et où la question des inégalités sociales de santé commence à peine à monter en puissance dans la littérature sociologique, et où, en même temps, pendant tout un temps, on a, du côté de l'histoire de l'immigration, un peu délaissé le terrain du travail, et où, quand on est re-rentré sur ce terrain du travail, on a regardé les conditions de travail. Et en fait, on n'a pas regardé les états de santé. Et donc, en revisitant ce terrain plus récemment et en y rajoutant d'autres archives, ce que j'ai pu repérer, c'est qu'en fait, la question de la santé est bien évidemment centrale, mais elle est le résultat, et peut-être qu'on y reviendra dans la question suivante, elle est le résultat de ce qui est une segmentation raciale des postes de travail et plus largement une segmentation raciale du marché du travail sur lequel je voudrais dire un mot, à savoir que quand on travaille sur les travailleurs algériens dans l'industrie automobile, comme j'ai pu le faire durant les 30 Glorieuses, qu'est-ce qu'on repère? Eh bien, on repère qu'ils sont systématiquement embauchés au plus bas échelon, mais qu'ils restent systématiquement au plus bas échelon de la hiérarchie des emplois ouvriers, quelle que soit leur qualification, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur formation. Et quand on travaille sur la période des 30 Glorieuses, ou dite des 30 Glorieuses, qu'on a longtemps magnifiée comme une période de progrès technique, qui aurait été synonyme de progrès social, eh bien, on est amené à revisiter cette période. Et donc ça, c'est aussi dans quelle filiation je m'inscris, dans une histoire critique de ces 30 Glorieuses ou dans une contre-histoire de ces 30 Glorieuses, où au fond, pour que certains progressent et accès à des biens de consommation, par exemple, d'autres doivent être des soutiers de la modernisation, c'est-à-dire rester au plus bas échelon, et où la discrimination à l'endroit de cette part de la main-d'œuvre a été la condition de la promotion sociale des nationaux, voire de certaines fractions de l'immigration étrangère. Et là, on a véritablement, on pourra revenir dans la discussion, mais une situation spécifique de la main-d'œuvre coloniale et post-coloniale par rapport à la main-d'œuvre étrangère.
Et là, on voit vraiment que ces effets qui étaient décrits par Antoine Perdoncin tout à l'heure et dans la session précédente sont particulièrement importants pour comprendre les effets du travail sur la santé. Donc j'en donnerai 2 exemples de cette première recherche. Ces travailleurs, donc je le disais, sont assignés à une position subalterne, et parce qu'assignés à une position subalterne, ils sont surexposés au risque du travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être surexposé au risque du travail dans des usines automobiles des années 45 aux années 75, en gros, qui ont vécu beaucoup de transformations, mais dont on a tous des images parfois un peu mythiques, un peu décalées, mais quand même. On pense au Charlie Chaplin des temps modernes, ou ce geste répété. On pense aussi aux fonderies notamment et aux poussières qui s'en dégagent. Et en fait, juste pour vous donner un ordre d'idée, chez Renault, sur 800 ouvriers qui travaillaient à la fonderie, c'est-à-dire cette transformation des pièces de fonte sous l'effet d'une chaleur extrême, 20% sont soignés au bout d'1 an pour des maladies respiratoires, c'est-à-dire 1/5 d'entre eux. Tous développent des surexpositions à la silicose, donc cette maladie qui est typique des mineurs, mais qu'on retrouve aussi dans l'industrie automobile. Et quand on se déplace dans l'usine vers un autre lieu où ils sont particulièrement affectés, il y en a 3 en gros, hein. Il y a la fonderie, il y a les chaînes de montage qu'on connaît bien par les images des films notamment, et puis il y a ce qu'on appelle les presses. Ce sont des grosses machines d'emboutissage qui aplatissent les pièces qui vont composer l'ossature d'un véhicule. Et en fait, quand on se projette dans l'univers de ces ateliers, il y a un bruit assourdissant. Et ça expose ces travailleurs quotidiennement à des seuils d'intensité sonore qui sont proches de ce que les médecins, à l'époque, qualifient de seuil limite de la douleur face à la surexposition au bruit. Donc 20% en 1 an aux fonderies sont atteints de maladies. La totalité aux presses sont surexposées au bruit. Et donc là, on voit vraiment comment ces mécanismes d'assignation aux secteurs les plus pénibles, dont l'étude que j'ai menée montre qu'ils sont liés à leurs conditions coloniales et postcoloniales, a des effets directs sur la santé. Voilà, donc ça, c'était une première réponse. Une deuxième réponse, c'est la recherche que j'ai pu mener un peu plus tard sur les mobilisations dans le domaine de la santé au travail et qui m'a amené, à partir du cas du saturnisme, c'est-à-dire l'exposition ou la surexposition au plomb, à travailler sur comment, au fond, quand on regarde cette surexposition, on mesure d'une part la façon dont elle procède, c'est-à-dire que là, on est obligé de plonger dans des détails médicaux auxquels il faut se former, mais on mesure aussi d'autre part combien les mobilisations ont été importantes sur ces questions, mobilisations menées davantage par des travailleurs immigrés que par des travailleurs majoritaires. Et donc ça interroge, et une première réponse, même si ça fait un fil avec la dernière question que vous posiez. Une première réponse, c'est qu'en fait, il y a comme une nécessité de la mobilisation pour des travailleurs qui ne peuvent pas sortir autrement de leurs conditions. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas compter sur la promotion classique, dite promotion ouvrière. Inès a souligné les mécanismes de déclassement. On peut voir aussi qu'il y a dans ces mobilisations, souvent, et dans les entretiens que j'ai pu mener, une raison majeure qui est si on ne se mobilise pas, on meurt, en fait. Et on voit très bien dans ces mobilisations émerger des slogans nouveaux qui sont portés par des populations qui, au travail, du fait de leur assignation, ne peuvent échapper aux méfaits du travail par ce qu'on appelle traditionnellement l'exit, c'est-à-dire en trouvant un autre poste. Comme c'est impossible, eh bien, la mobilisation est là et elle emprunte des canaux souvent nouveaux, donc on va peut-être être amené à en reparler. Je dirais juste un mot des questions de méthode. Pour travailler en histoire et en socio-histoire sur ces questions-là, j'ai eu recours, et là encore ça fait je dirais un fil avec la session précédente, à l'étude des dossiers de carrière. J'ai travaillé sur un échantillon d'1 millier de carrières d'ouvriers algériens embauchés à Renault du début des années 50 au début des années 60 et qui ont travaillé pour certains donc du début des années 50 jusqu'au départ à la retraite au début des années 2000. Ça, c'était
des premières archives. Et ce qui est particulièrement intéressant pour les enquêtes qu'on peut mener, c'est que les questions de santé sont très absentes de ces dossiers de carrière. Alors sans doute parce qu'il y a une protection effectivement des données de santé. Enfin, quand on voit ce qu'on peut trouver dans ces dossiers de carrière, on trouve que voilà, la protection des données nominatives est quand même toute relative. Mais c'est aussi parce qu'il y a une séparation des professionnels en charge de s'occuper de ces populations au travail et que l'organisation de la prise en charge ou de la non prise en charge de ces populations, notamment par la médecine du travail, en fait un segment particulier, et on retrouve très peu de données. Ce n'est pas les mêmes services qui traitent ces questions-là, et c'est particulièrement difficile, à part en ayant recours notamment au dossier de retraite, de pouvoir suivre autrement que par des entretiens, autrement que par des cohortes, comme le fait le groupe d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, le GISCOP, avec des entretiens donc auprès des intéressés eux-mêmes. C'est très difficile de suivre qualitativement sur ces périodes révolues les effets du travail sur la santé. Et l'autre élément, quand on travaille sur les mobilisations, sur les enjeux de santé au travail des migrants, ce qu'on voit, c'est que c'est très absent des archives syndicales. Et donc ça aussi, ça interroge sur quelque chose comme le retard en France de la prise en charge syndicale des enjeux de santé et de santé au travail. Et ça, quand on interroge aujourd'hui des syndicalistes, ils sont eux-mêmes les premiers à le dire. C'est-à-dire que la question de l'emploi et la question des salaires a longtemps dépassé la question de la santé. Et on peut en avoir des tas d'explications. L'exaltation de la force physique était particulièrement présente, qui se redouble dans le cas des travailleurs immigrés de l'idée qu'ils sont de toute façon une main-d'œuvre transitoire, présente là transitoirement et destinée à le rester. Voilà pour une première réponse. Super, merci à vous trois. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a déjà des éléments de réponse qui ont été donnés pour les questions qui suivent. Je propose qu'on passe à la deuxième question qui vous a été posée, qui était la question du rôle en fait, du travail en migration dans la production et dans la reproduction des inégalités sociales. Et en quoi est-ce que justement, quand on travaille les questions de santé, on s'intéresse finalement, qu'est-ce que ça nous donne à voir des conditions de travail et d'emploi des travailleurs immigrés. Je vous propose qu'on change juste le sens, non? C'est ce qui avait été demandé, je crois. Myriam, si tu veux commencer peut-être. J'attends un peu parce que j'ai peur de bien compris la question. Ok. C'est la question des Ok. Tu veux commencer toi? Italiano, no? Sì, italiano. En fait, en quoi est-ce que le travail et la migration, le travail en migration produit et reproduit les inégalités de santé? C'est intéressant pour comprendre ces questions-là. Et en quoi est-ce que la santé, du coup, constitue un bon analyseur des conditions de travail et des conditions d'emploi des travailleurs immigrés? Tu veux prendre le temps de réfléchir? On donne la parole à Inès pendant ce temps-là? Comme tu veux. Oui, comme... Ouais. Mais en fait, c'est une question, je pense, des contextes. C'est pour ça que j'ai commencé avec l'hôpital et les contextes de travail. Je travaille surtout avec des demandeurs d'asile. Donc, c'est pas possible, selon moi, travailler avec les demandeurs d'asile et toutes les catégories performatives qui concernent les demandeurs d'asile, donc les mineurs non accompagnés, les victimes de traite, victimes, sans penser toujours à les discriminations. Je veux toujours seulement les discriminations. Et c'est un mot très intéressant parce que c'est forme et contenu qui aussi les migrants utilisent. Je suis été discriminée où depuis l'arrivée en Italie, depuis le débarquement. En fait, c'est intéressant aussi du point de vue géographique, je pense, parce que mon contexte de travail, c'est à Rome. Donc, on est
un point de passage entre les débarquements, et c'est le deuxième passage. Donc, on voit les personnes qui ont arrivé depuis 2-3 mois, qui sont aussi beaucoup fragmentées. Et je travaille dans un département de santé mentale, donc c'est pas possible. Je veux des personnes vraiment dépouillées de tout, sans droite. Donc, ici, je pense un peu plus à nord, aussi à Milan par exemple, la situation est un peu différente. Il s'agit aussi d'autres types de trajets migratoires. Non, c'est donc une question réellement de proximité à l'arrivée en Italie. Donc, il s'agit de personnes qui sont totalement confondues. Ils ne savent pas souvent où se trouve Rome. Quand on débarque à Lampedusa aussi, j'ai travaillé un peu à Lampedusa aussi au centre, ils pensaient d'être à Milan chaque fois. Donc, je pense que c'est impossible pour moi, en fait, de penser ce type d'immigration, pas tous les types d'immigration, mais ce type d'immigration, sans penser à la discrimination. Mais aussi à la migration qui est aussi dit économique. C'est une violence épistémologique, quoi. La dichotomie entre, à mon avis, entre qui a droit à l'asile et à la protection internationale, donc à la subsidiaire, à l'asile, à la protection spéciale, ça s'appelle comme ça maintenant en Italie, et non comme les Boliviens dont on a parlé, parce qu'ils n'ont pas droit à demander protection internationale, mais ils sont seulement migrants économiques. Donc, pour loi, ils restent 15-20 ans sans permis de séjour. Donc, la discrimination, c'est les bassins dont je pense ce type d'immigration. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... En partie, je pense que la question portait plus sur les inégalités de santé, mais la discrimination en fait partie, je crois, et la produit totalement. Laure, si tu veux... Là, moi, j'avais envie de répondre, en réfléchissant à la question, j'avais envie de répondre à 3 niveaux, en fait. Je me disais qu'il y avait un premier niveau, mais on retrouve, enfin, ça va complètement résonner, mais à une échelle plutôt macro, on retrouve ce lien dans le fait que les effets sur la santé des travailleurs migrants sont décuplés par une division internationale du travail sur laquelle tu as travaillé dans le cadre de l'agriculture, d'autres aussi, et qui a pour effet d'invisibiliser ces risques du travail pour notamment la fraction de celles et ceux d'entre eux qui vont rentrer dans leur pays à l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont leur vie active en France, en situation d'émigration, et au moment où la santé devient déliquescente, pour celles et ceux qui rentrent, on ne voit pas ces méfaits, et surtout, le système de protection sociale ne les prend pas pleinement en charge. Et pour ceux et celles qui vivent leur retraite ici, la question qui se pose, c'est celle de la faible reconnaissance des maladies professionnelles et du parcours du combattant pour les faire reconnaître, donc qui est un parcours du combattant qui concerne toutes celles et ceux qui sont confrontés à des maladies professionnelles, mais qui est majoré dans le cas des travailleuses et travailleurs immigrés par toute la question des capitaux sociaux et symboliques qu'il faut avoir pour faire reconnaître une maladie professionnelle, ce que les travaux du GISCOP, justement, ont particulièrement montré, et ce que récemment a montré l'ouvrage d'Anne Marchand, qui a beaucoup travaillé et qui travaille au GISCOP, que je résiste pas à citer, Mourir de son travail aujourd'hui, enquête sur les cancers professionnels. Donc c'est sorti il n'y a pas beaucoup de temps. Et c'est vraiment intéressant parce qu'elle montre que les cancers du travail restent un impensé, du fait notamment, et elle cite 3 éléments, d'une information souvent inaccessible aux salariés, d'un accès à l'information socialement située, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes et tous le même accès à l'information, d'une illusion d'être collectivement protégé. Il y a un droit, donc on est protégé, donc on ne va pas être malade, et si on est malade, on va être bien pris en charge. Or, ce n'est pas du tout automatique. Et enfin, le fait aussi de médecins qui négligent souvent les liens entre travail et santé. Et ça, c'est l'organisation de la prise en charge des méfaits du travail dans l'espace de la médecine qui est en cause, puisqu'on a une spécialisation d'une médecine du travail qui prend en charge les travailleurs, et après d'une médecine du travail qui ne les prend plus en charge quand ils sont à la retraite. Et donc là, au moment où potentiellement ils tombent
aussi beaucoup malades, ils ne sont plus pris en charge. Donc ça, pour moi, c'est une échelle macro qui est particulièrement importante. Et à une échelle méso, la question de la segmentation des marchés du travail est aussi, et des carrières subalternes ou des carrières plates ou des carrières discriminées, est particulièrement importante pour comprendre le lien entre inégalité sociale de santé, travail et migration. Je citerai juste un extrait du rapport du Haut Conseil à l'intégration de mars 2005 sur la condition sociale des travailleurs immigrés âgés, où ce rapport stipulait que les vieux travailleurs maghrébins, je cite, souffrent dès 55 ans de pathologies observées chez les Français de 20 ans plus âgés. Et donc là, on voit typiquement les effets de plus rapide atteinte à la santé des situations connues par les travailleurs immigrés. Et dernier point, si on connaît aujourd'hui plus largement et très largement les inégalités sociales face à la santé, il y a un point qui me semble aussi important. Alors, inégalité sociale qui reste, hein, on l'a vu autour du débat sur les retraites, le gradient social ne se réduit pas entre espérance de vie des ouvriers et des cadres, et les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus que les hommes ouvriers, et on retrouve des différentiels aussi chez les femmes. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette question, c'est qu'il y a des effets des inégalités sur la santé, mais il y a aussi des effets des discriminations sur la santé, et ça, tu le soulignais, mais on en parle moins, notamment sur les descendantes et descendants d'immigrés. Comment les discriminations qui nous ont été présentées tout à l'heure, par Myrna Safi notamment, à l'entrée sur le marché du travail, puis le plafond de verre que connaissent ces descendantes et descendants, ont des effets sur l'espérance de vie et sur leur espérance de vie. Et ça, on commence à le documenter. Notamment, il y a un article qui, moi, m'importe beaucoup, de Myriam Klatt, de Mathieu Wallace et Michel Guillot sur ces questions-là, qui a été signé en 2019, et qui montre très bien, en comparant un échantillon de descendants d'immigrés d'Europe du Sud et de descendants d'immigrés d'Afrique du Nord, que l'espérance de vie chez les descendants d'immigrés d'Afrique du Nord, donc la G2, hein, la génération des descendants dont on parlait tout à l'heure, l'espérance de vie est réduite par rapport aux descendants d'immigrés d'Europe du Sud. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il y a quelque chose à creuser aujourd'hui, des effets, des discriminations à l'entrée, mais aussi sur le marché du travail, non pas simplement pour les travailleurs immigrés et migrants, mais aussi pour les descendants. Merci Laure. Inès, tu veux ? Merci. Moi, du coup, je vais parler de comment les conditions de travail produisent des inégalités, en particulier en matière de santé mentale. C'est ce qu'on étudie dans Quotidies. Et nous, en fait, on a interrogé en particulier le trouble anxieux généralisé et la manière dont le statut migratoire et les conditions de travail augmentent ou diminuent le risque de présenter des symptômes de ce trouble de santé mentale. Déjà, la littérature nous montre que de manière générale, la santé mentale peut être affectée par la précarité économique et par l'incertitude, qui sont deux caractéristiques constitutives du parcours de vie de nombreux migrants. Et on sait aussi que le déclassement affecte la satisfaction au travail, donc que potentiellement ça peut affecter la santé mentale, et que les discriminations vécues augmentent les risques sur la santé mentale, donc là aussi sur le trouble anxieux et la dépression. Et du coup, explorer le lien entre santé mentale et conditions de travail permet de mettre en évidence d'abord que le fait que les immigrés en France se situent pour beaucoup dans des emplois où ils sont exposés à des risques pour leur santé mentale, et le fait qu'à exposition égale, certains groupes ethniques ou migratoires ont une santé mentale plus dégradée que la population majoritaire. Donc, avec nos recherches sur les risques psychosociaux, on montre que le risque d'être exposé à une tension au travail, donc toujours cette histoire d'une forte exigence au travail avec une faible marge de manœuvre, est augmenté pour les immigrés et descendants d'immigrés non européens, donc originaires d'Afrique, Asie et autres. Et on voit aussi qu'à caractéristiques d'emploi égales, les immigrés non européens sont plus exposés à la tension au travail. Donc finalement, en faisant le même travail, ils vont ressentir plus fréquemment le fait de ne pas avoir le temps d'effectuer leurs tâches, de faire un travail répétitif, ou ce genre de choses que je pourrais détailler. Donc on suppose en fait pour ça que pour une même position professionnelle, la division du travail sur les lieux de travail
ce qui peut peut-être être vu dans d'autres travaux qualitatifs, va faire que les immigrés disposent d'une marge de manœuvre amoindrie et sont plus souvent amenés à effectuer des tâches qui créent cette tension au travail. Ensuite, le fait de se situer dans des conditions de travail de ce type, qui créent de la tension, a un effet délétère sur la santé mentale dans tous les groupes, de toute façon. Mais on a trouvé, nous, que c'est un lien qui est particulièrement marqué chez les femmes descendantes d'immigrés africains, qui, en souffrant de cette tension au travail, présentent un état de santé mentale plus dégradé qu'on peut trouver dans d'autres groupes. Ensuite, sur le thème du déclassement professionnel vécu par les migrants, on voit d'abord que c'est un phénomène qui touche bien plus fréquemment les immigrés que les natifs en France et dans d'autres pays à haut niveau de revenus. Et dans l'enquête conditions de travail, ce qu'on trouvait, c'était un taux de déclassement à 24% pour les immigrés contre 15% dans la population majoritaire, ce qui est assez important. Et du coup, le déclassement des immigrés, il a aussi des particularités, c'est qu'il mène à des conditions d'emploi qui sont physiquement contraignantes. Donc, par exemple, parmi les immigrés qui sont en situation de déclassement, le métier le plus fréquemment pratiqué, c'est celui d'ouvrier dans le bâtiment, l'industrie ou la manutention. Alors que quand la population majoritaire, donc née en France de parents français, vit le déclassement, ça va être plutôt situé dans des emplois administratifs ou des emplois de techniciens, qui présentent moins de contraintes physiques et psychologiques. Il y a aussi une surreprésentation dans certains métiers pour les immigrés en déclassement, par exemple dans le métier d'agent de sécurité, qui est très rare pour la population majoritaire, mais c'est 6%, enfin c'est moins d'1% dans la population majoritaire et 6% chez les immigrés. Donc il y a une division du travail qui rend ce déclassement spécifique aussi. Et après, sur cette thématique, en fait, on n'a pas quantifié l'effet directement du déclassement sur la santé mentale, mais à travers les entretiens semi-directifs, on peut voir qu'il y a un effet sur le bien-être en général et l'estime de soi des personnes qui vivent le déclassement en migration. Donc les personnes enquêtées peuvent mentionner des épisodes dépressifs, dire à un moment je pense que je faisais une dépression, j'étais tout le temps seule et ça n'allait pas, ou un sentiment d'isolement, de mal-être, et surtout une dégradation de leur estime d'eux-mêmes. Donc il y a par exemple un sentiment d'humiliation et de honte qui revient souvent. Donc, je mentionnais des enquêtées, ce n'est pas leur vrai prénom, évidemment. Il y avait Myriam, une enquêtée qui est péruvienne, qui a l'âge de 40 ans. Alors, au Pérou, elle dirigeait sa propre agence de tourisme et maintenant, elle occupe un emploi d'agent d'entretien. Et elle mentionnait le fait de se sentir humiliée de faire un métier qu'elle perçoit comme étant un métier pour les gens qui ne savent rien faire. Et il y avait aussi le cas de Ousmane, qui est originaire de Guinée et qui était journaliste avant la migration et au moment de l'enquête qualitative, était ouvrier dans le bâtiment, mais il n'avait pas de contrat de travail. Et il mentionnait aussi la honte à l'idée de pouvoir être reconnu dans la rue par des gens qui viennent du même pays que lui, ou reconnu sur son lieu de travail. Donc finalement, en fait, on voit un double effet des conditions de travail, d'une part, et de la condition de migrants en elle-même, ou de descendants de migrants, puisque en plus de l'ensemble des expériences vécues en migration, il y a un effet particulier des risques psychosociaux, de la discrimination et du déclassement, qui agissent de différentes façons sur la santé mentale, et qui agissent différemment en fonction de si on est migrant, descendant d'immigrés ou issu de la population majoritaire. Merci Inès, merci aux trois intervenantes d'avoir tenu le temps. Ça va peut-être nous permettre du coup de prendre déjà des questions de la salle, peut-être une ou deux questions rapides, plutôt des questions que des commentaires, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous les gardez pour la fin de la séance et on va passer à la troisième question sur la santé. Mais si dès maintenant vous avez des questions à poser aux intervenants, des commentaires courts, on peut les prendre. Non ? On passe directement à la troisième question. Donc la troisième question, c'était essayer de retourner un peu cette question et de voir la santé, interroger et voir si la santé pouvait être un enjeu de lutte. J'avoue qu'en formulant cette question,
dans la séance de préparation avec Betty et Lamia, j'avais beaucoup en tête les travaux de Laure, notamment les travaux à Peñarroya que tu as pu mener sur l'extension des conditions d'accès au tableau des maladies professionnelles numéro 1, le rôle de la médecine populaire, etc. Donc la question, encore une fois, très inspirée par ce que j'ai pu lire de toi, et j'insiste là-dessus parce que je pense que tu as inspiré pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions, qui sont venus derrière toi. C'est un peu comment penser cette question de la mobilisation, quoi. Qu'est-ce qui peut permettre, qu'est-ce qui peut faire que la santé soit ou non un levier de mobilisation, et quelles sont un peu les conditions de possibilité du coup de ces mobilisations, à la fois en termes d'organisation, la question que toi tu pointais déjà dans tes travaux de la nécessité d'une certaine autonomie du collectif de travailleurs face à l'organisation syndicale, une question qu'a posée Rachid tout à l'heure et qu'on posera encore demain dans la 6e session, et voilà, quels sont les leviers, quels sont un peu le rôle des soutiens. Laure, si tu veux commencer, puis après on donne la parole aux deux camarades. Merci. Merci pour cette question vaste, et merci pour ce clin d'œil à ces travaux sur effectivement l'entreprise Peñarroya. Je commencerai par une anecdote. En fait, quand j'ai donc fait ce premier terrain dont je vous ai parlé tout à l'heure sur Renault, je l'ai fait aussi en menant des entretiens auprès d'ouvriers retraités à l'époque, qui sont aujourd'hui décédés, et qui me racontaient les mobilisations des années 70 sur à travail égal, salaire égal dans les ateliers, notamment d'emboutissage, en me disant non mais nous quand même on était un peu mélangés, c'est pas comme à Peñarroya où il y avait que des Algériens, des Marocains et des Tunisiens, en fait, que des Maghrébins. Et donc, après cette première enquête, je me suis dit, je vais aller regarder un peu ce que c'est que ce contre-modèle, ou ce modèle qui m'est tout le temps cité dans les entretiens, et ce qui s'y est passé. Et en fait, j'ai découvert une lutte qui n'avait pas été... qui n'avait pas fait l'objet de travaux autres que quelques travaux menés dans les années 70, et qui est une lutte en fait de travailleurs subalternes, donc tous originaires du Maghreb, mais pour le coup davantage marocains qu'algériens, dans cette entreprise, qui est une entreprise qui aujourd'hui pourrait parler à certaines et certains d'entre vous, puisqu'il est devenu au gré des fusions-acquisitions Métal Europe, qui a fait beaucoup parler d'elle un peu plus tard, et qui est donc un grand groupe internationalement implanté, qui avait des usines et des mines en France, mais aussi au Maroc, et qui avait donc pour particularité de n'employer que cette main-d'œuvre, avec des conditions de travail et de contrat qui étaient pour les conditions de travail particulièrement mauvaises, et pour les contrats particulièrement peu respectueux du droit du travail. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces usines Peñarroya, il y en avait une à Saint-Denis en banlieue parisienne, une autre à Gerland, dans un quartier qui est aujourd'hui en grande transformation, donc au sud de Lyon, juste à côté de la gare Perrache, qui accueille aujourd'hui d'ailleurs l'ENS. Voilà, donc c'est assez intéressant ces transformations des lieux. En tout cas, dans ces usines, il y avait donc des travailleurs qui, en 1968, n'ont jamais fait grève, et qui font grève 3 ans plus tard. Et donc là, il y avait une première énigme de comprendre pourquoi ils font grève. Deuxième élément, ils font grève sur un mot d'ordre, notre santé n'est pas à vendre, qui est un mot d'ordre qu'on trouve très présent dans les années 70 en Italie, et qui a l'air comme ça d'un mot d'ordre anodin, mais qui était particulièrement important parce qu'il remet en cause le principe même de la monétarisation des risques. Aujourd'hui, quand on est exposé à un risque professionnel, on va être donc reconnu en maladie professionnelle ou en accident du travail, et cette reconnaissance passe par une prime ou une pension. Et là, en fait, cette grève mettait en jeu ce système en disant non, la question n'est pas on veut une prime ou une pension en échange de notre santé, on ne veut pas vendre notre santé. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette mobilisation, elle a été menée par vraiment une fraction subalterne de ces travailleurs qui étaient peu syndiqués, mais qui avaient pour expérience militante eh bien, les luttes d'indépendance, qu'il s'agisse de la lutte d'indépendance algérienne ou de la lutte d'indépendance marocaine. Et donc ça pour moi été particulièrement intéressant de voir, la circulation des savoirs militants,
Est-ce que ça permet parfois, est-ce que ça donne comme moyen de se mobiliser? De ce que je disais tout à l'heure, à savoir des effets de la discrimination et des carrières assignées à des emplois subalternes, qui poussent à la mobilisation et qui poussent à la mobilisation dans un contexte qui est un peu décalé par rapport à la chronologie majoritaire. Donc ça s'explique en fait. Ça s'explique parce qu'ils ont trouvé des appuis dans des groupes militants qui se sont particulièrement activés entre 68 et début des années 70, plus qu'ils n'ont d'ailleurs trouvé des appuis dans les syndicats ouvriers, à l'exception près, à l'époque de la CFDT, qui était très engagée sur les enjeux de conditions de travail. Et donc, ce qui était particulièrement intéressant, je terminerai là-dessus pour ne pas monopoliser la parole, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la manière dont ils se sont mobilisés a été de deux sortes. D'une part, une grève, mais qui n'a pas ou très peu porté ses fruits. En fait, ils ont obtenu les résultats de leurs analyses médicales. Voilà ce qu'ils ont obtenu. Ils n'ont pas obtenu autre chose dans leur exposition donc, au saturnisme. Mais ce qui a fait complètement basculer leur mobilisation et qui a abouti à une victoire qui a été valable pour l'ensemble des salariés exposés au plomb, c'est-à-dire au fond une victoire qui a modifié les modalités de prévention du saturnisme industriel, c'est l'alliance à laquelle cette mobilisation a donné lieu entre des médecins, qui n'étaient pas des médecins du travail, qui étaient pour beaucoup des médecins généralistes et quelques toxicologues et quelques hématologues, et ces travailleurs qui, une fois qu'ils ont gagné par la grève d'avoir accès à leurs résultats d'analyse, ont travaillé avec ces médecins à mettre en place une contre-enquête et ont démontré comment, en fait, ils étaient surexposés au risque du saturnisme jusqu'à en être très fortement malades. Et donc, c'est une forme d'épidémiologie populaire, pour reprendre une catégorie d'un sociologue états-unien qui s'appelle Phil Brown, qui a montré comment, sur les enjeux de santé, la question des mobilisations, mais surtout la question de ces formes d'épidémiologie, c'est-à-dire faites par les personnes elles-mêmes qui mobilisent un savoir des corps et ce que leur corps leur dit de leurs atteintes, puisqu'en gros on leur disait vous n'êtes pas malade selon les standards de la médecine du travail et eux disaient on est malade et donc il va bien falloir qu'on soit reconnu, a abouti à la fois à la transformation des tests, à la transformation des modalités de dépistage et à la transformation de la réglementation, puisque à la fin des années 70, le tableau de reconnaissance du saturnisme industriel repose exactement sur les revendications de ces ouvriers. Voilà. Bon, merci pour ma part pour sa question. Bon, d'après mon expérience, la santé devient un territoire, un terrain de lutte quand les corps, je réfléchis beaucoup sur ça, quand les corps de patients, de demandeurs d'asile qui viennent apporter des demandes de soins, deviennent indociles, lorsqu'ils deviennent scandaleux, lorsqu'ils résistent au traitement ou qu'ils demandent des traitements à voix haute. Lorsqu'il a, c'est qu'Ernesto De Martino, pour qui ne connaît pas, Ernesto De Martino, il est considéré le fondateur de la démologie italienne, de l'anthropologie médicale italienne. Il a défini une crise de la présence, une crise de la présence, comme révélateur d'événements intolérables, donc la maladie, la souffrance. Encore la santé comme un territoire de lutte quand les corps des migrants confrontent les institutions de santé à ce qu'on peut appeler des hémorragies de sens, c'est-à-dire elles les obligent à être regardées de plus proche, sans précipitation. Par exemple, lorsqu'ils deviennent cette douleur au ventre dont on a beaucoup parlé Fanon dans le syndrome nord-africain, donc Fanon parlait, décrit cet homme nord-africain avec cette ventre fouillante, incompréhensible, que les médecins ne comprenaient pas, qui était effectivement dérubriqué et diagnostiqué comme la syndrome nord-africaine, donc quelque chose qui n'existe pas, les nord-africains comme une maladie imaginaire.
Et enfin, lorsque la souffrance physique évoque une douleur inavouable, donc abus, maltraitance, violence. Et sur ces points, je veux réellement partager avec vous une analyse d'une anthropologue italienne qui s'appelle Amalia Signorelli. Elle a travaillé sur un des textes les plus remarquables d'Ernesto De Martino, qui est La terra del rimorso, la terre du remords, à propos des femmes, pas piquées, mais pensées pour l'araignée, pour la taranta, et donc dans les campagnes des Pouilles. Mais ce travail de Signorelli, qui était beaucoup caché par l'Italie aussi, elle rappelle que la morsure de l'aragne s'était produite sur les pubis des femmes, pas dans notre part du corps de la femme, et que tous les rituels de la taranta, donc c'est-à-dire la danse, les dispositifs de soins, non, la danse, la musique, étaient certainement un rituel thérapeutique beaucoup important, mais qu'il fonctionnait aussi comme un scénario pour dissimuler les viols subis par les paysannes pour part des patrons du latifundum. On parle des années 50-60 en Italie, des campagnes du sud d'Italie. Quand je pense à la santé comme terrain de lutte, comme technique de lutte, je pense aussi aux enfants et aux adolescents, surtout femmes, demandeurs de protection internationale en Suède, principalement originaires de pays ex-soviétiques, mais aussi de Syrie, des Balkans, qui confrontés à des décrets d'expulsion après des années familiales en Suède, donc des écoles pour eux et des travails pour leurs parents, tombent dans un état qui a été défini, qui a été diagnostiqué depuis 2014 comme une catatonie psychogène, défini syndrome de la résignation. Je vous montre ici c'est un documentaire. Ça, c'est un documentaire, c'est merveilleux en fait, de la cinéaste albanaise Dea Ginovci qui parlait de ça. Je vous conseille de les voir si vous avez la possibilité. Donc, cette jeune fille, surtout, avec leur corps, devient ce que Gramsci a appelé, Antonio Gramsci a appelé ambassadeur de dénonciation. Donc, ambassadeur de dénonciation des politiques d'expulsion et de répatriement, parce que ces répatriements en effet sont bloqués par les états de santé. Ils les bloquent. Et puis, au cours de dernières années, il n'a pas été rare pour moi de rencontrer des femmes originaires de l'Europe de l'Est, en particulier de Roumanie, qui cherchent un soutien psychologique chez nous, dans mon hôpital, et raison des grèves, affaiblissements liés à leur lieu de travail, où les cadres, c'est informel, largement informel. Donc, ils sont des aides-soignants ou sont des surveillants de personnes âgées, mais non qualifiées, pour la plupart non qualifiées. Beaucoup d'entre eux rapportent des mauvais traitements subis par les personnes âgées, y compris des abus sexuels. Des conditions d'esclavage dont nous avons déjà un peu parlé, des situations totalement ignorées ou pas réellement considérées par les familles de cette personne âgée. Et bon, les familles de cette personne âgée sont les employeurs de cette badante. Au fil des années, dans de nombreux cas, j'ai eu l'occasion de suivre ou simplement d'observer quelques femmes dont je parle. Donc, d'un côté, elles demandent de l'aide psychologique, voire psychiatrique, donc des médicaments, pour se reposer, pour apaiser la nostalgie de ces lieux et de ces enfants surtout. Aussi bien pour gérer les personnes âgées, qui étaient souvent décrites comme des ogres et qui provoquent en elles des sentiments de rage qu'elles craignent même de manifester, elles craignent d'agir sur cette personne, de les taper. Elles sont effrayées par rapport à ça. D'un autre côté, l'aide demandée était souvent celle, autrefois, d'une certification qui montrait aux employeurs qu'elles étaient maltraitées
et qu'il était nécessaire d'intervenir pour améliorer les conditions de travail, pour lesquelles elles étaient également sous-payées, ou parce qu'il n'y a pas la régularisation des contrats. Donc au fil du temps, aussi pour cette femme, une catégorie nosologique pour ces types de souffrances était créée, soit en Roumanie, soit en Italie. Et s'appelle la syndrome Italia, le syndrome Italie. A été appelé comme ça. Ce n'est pas trop clair si c'était la presse qui l'a créé, construit, mais c'est comme ça. Voilà. Je fais une petite traduction. C'est des articles de presse. Ça, c'est une expression utilisée pour désigner la double condition de détresse psychologique et de souffrance vécue par les femmes émigrées en Italie, de l'Europe de l'Est, mais aussi par leurs enfants, qui sont appelés les left behind, donc les laissés derrière. Deux anthropologues italiennes, Michela Marchetti et Donatella Cozzi, qui ont suivi les récits, soit en Italie, soit en Roumanie, de ces femmes, des femmes romaines, ont souligné que, surtout en Roumanie, les discours publics développés tendaient à discréditer profondément les femmes migrantes et les dépeignant comme irresponsables, abandonnant leurs enfants, même en présence d'une augmentation du nombre de suicides chez les jeunes. Donc cela a produit une sorte de régime de vérité, c'est-à-dire littéralement la migration des femmes rend malades elles-mêmes et ses enfants. Ce sont des articles de presse italienne. Et les rendent elles-mêmes des bourreaux de la souffrance de leurs enfants. Donc, je pense ici surtout au travail de Fassin, d'Arrechement, mais aussi d'une psychanalyste uruguayenne vraiment forte en ça, qui s'appelle Marcelo Vignard. Donc, j'ai conclu en soulignant que certainement il s'agit d'une ethnographie bien fragmentée, raison des questions temporelles, mais j'espère d'avoir un peu vous donner la complexité de ces processus migratoires. Ouais, du coup, sur la question des mobilisations autour de la santé, en fait, je vais être assez brève. C'est un petit peu à côté du sujet de Quotidienne, mais la question m'a quand même inspiré certaines choses. Parce que dans nos résultats sur les risques psychosociaux, on voit que le manque d'autonomie, l'absence de solidarité au quotidien, le fait d'être isolé dans ses tâches, ont un effet délétère sur la santé mentale. Donc finalement, ça permet de supposer aussi que le lien social et l'autodétermination dans le travail peuvent être envisagés comme des facteurs protecteurs pour la santé mentale. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le volet qualitatif sur la question du déclassement professionnel, puisque la plupart des enquêtés qui sont en situation de déclassement disent que la situation de déclassement affecte leur santé mentale, en particulier leur estime d'eux-mêmes et puis leur morale en général. Mais il y a quand même plusieurs d'entre eux qui ont des stratégies d'adaptation et de résistance face à cette situation de déclassement qu'ils ne maîtrisent pas et qui leur permettent de préserver leur estime d'eux-mêmes et une part de leur identité professionnelle qu'ils ont acquis avant la migration. Et ça passe beaucoup en fait, par le lien social, notamment par des engagements associatifs qui permettent de rompre l'isolement. Donc on a l'exemple d'un enquêté ivoirien, Edmond, qui, après la migration, était dans un foyer, puis il a été bénéficiaire du Secours catholique. Et ensuite, il y est devenu bénévole. Et il explique que c'est une façon d'être actif et de passer du temps hors de chez lui, d'écouter des gens parler, de créer du lien social. Et donc, il y a aussi Boubacar, qui est mauritanien. Et lui, il était enseignant en mathématiques avant de vivre la migration et de devenir agent d'entretien. Et lui, il donne bénévolement des cours de mathématiques auprès des jeunes qui fréquentent la même mosquée que lui. Donc ce sont des engagements qui sont présentés vraiment comme une façon pour les enquêtés de ne pas déprimer, de ne pas rester chez soi à ruminer, et une façon d'être moins isolés, mais aussi de maintenir un statut social qui est plus en cohérence avec ce qu'ils ont connu avant la migration.
Et enfin, voilà. Après, il y a d'autres formes d'adaptation à ce problème du déclassement qui permet de relativiser et puis de préserver la santé mentale, donc à un niveau plus individuel du coup. Mais enfin, il y a certaines personnes qui vont affirmer que leur situation de déclassement est acceptable, mais seulement à condition qu'elle ne soit pas durable. Donc en quelque sorte, considérer que c'est une étape à passer, que ça fait partie de la migration et que tout le monde vit ça en migration. Donc c'est le cas de Christina, qui est paraguayenne et qui était enseignante, maintenant elle est assistante maternelle. Et elle a considéré pendant un temps que sa situation était acceptable parce qu'elle ne parlait pas français et elle dit qu'elle accepte de commencer en bas de l'échelle. Mais une fois qu'elle maîtrise le français, c'est une situation qui est plus acceptable pour elle. Donc il y a quand même à un moment une façon de remettre en cause la situation telle qu'elle est, mais aussi de la relativiser si besoin pour préserver sa santé mentale. Voilà. C'est tout là-dessus. Merci beaucoup. On va prendre une ou deux questions, un ou deux commentaires assez courts, si vous voulez.